Eh bien ça y est, nous revoilà. Il est 18h10 sur Boursorama. C'est le Bourse se lève depuis 48 heures depuis hier lundi. Ça se finit tout à l'heure avec la remise des palmes. Mais d'abord, il y a cette table ronde passionnante, à plus d'un titre, parce que c'est un sujet qui nous touche tous. C'est vrai de manière un petit peu différenciée. On n'est pas tous frappés de la manière par l'inflation. Inflation qu'on croyait quand même largement disparue des écrans radars. Tout le monde quasiment s'est trompé. Et voilà, elle revient en force. Elle est quasi incontrôlable. Encore une fois, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui nous dit qu'elle fera tout ce qu'il faut pour lutter pour, et plus s'il le faut. Ça risque de provoquer évidemment possiblement une récession si elle n'est pas maîtrisée. Ça a des impacts évidemment économiques, de consommation, d'épargne et d'investissement sur les différentes classes d'actifs. Donc ce sujet, c'est voilà, quelles conséquences pour vous qui nous regardez, les actionnaires individuels. C'est le thème de cette table ronde avec beaucoup d'experts. Valérie Plagnol, bonjour pour le Cercle des épargnants. Bonjour. Nicolas Gottsman pour la financière de la Cité qu'on voit régulièrement dans Ecorama. Bonjour. Bonsoir. Et bonjour, c'est vrai. Daniel Laguet, c'est vous, professeur à l'EDEC Business School. Merci d'être là. David, merci. Et Ronex qui est représenté par vous, Alain Battens. Bonjour. Merci d'être là aussi. Bon, j'exagère ou pas Valérie? On va gentleman, on va laisser parler Valérie en premier. J'exagère en disant que personne n'a vu venir l'inflation. Pardon, mais les banquiers centraux, c'est quand même eux les mieux placés que vous et que moi surtout, ont avoué, Jérôme Powell a reconnu qu'il avait sous-estimé, qu'il n'avait pas vu venir l'inflation, qu'il n'avait pas réagi assez rapidement. C'est ça la réalité, c'est que personne ou très peu de gens avaient anticipé qu'on aurait une inflation quasiment à 10%, même si on n'est pas à 10, mais pas loin de 10% aujourd'hui. Ouais, les chiffres nous trahissent toujours et les prévisions aussi, mais c'est vrai que dans un contexte où on a subi un double choc d'offres et de demandes, d'abord en contraction au moment de la Covid, contré par des interventions budgétaires et monétaires massives, effectivement, après 10 ans de calme plat, on a été pris de court par une reprise tout à fait considérable de l'inflation et en même temps, effectivement, elle était quelque part prévisible. J'allais dire presque rassurante. J'adore a posteriori les gens qui me disent « Ouais, mais attends, c'était prévisible ». Quelque part rassurante pour les économistes qui disent que finalement un modèle économique dans lequel on dépense beaucoup d'argent finit par produire de l'inflation, ce qu'on a attendu pendant pratiquement 10 ans depuis la crise des subprimes. Donc ce qu'on vit, Nicolas, aujourd'hui, c'est le résultat quelque part de l'activité, de l'activisme des banques centrales depuis 10 ans qui ont remis de l'argent dans le circuit. Et puis il y a eu la crise Covid, et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Et tout ça, quand on met tout ce cocktail mis bout à bout, on a ce résultat-là. Mais c'est vrai que vous faites partie de ceux, encore une fois, j'imagine que personne n'avait imaginé qu'on serait à 8% d'inflation aujourd'hui. Oui, mais il y a une part, effectivement, il y a plusieurs causes. Et c'est pas grave en tant que tel, mais c'est vrai que voilà. Oui, mais il y a plusieurs causes de l'inflation, mais je pense qu'il y a un facteur qui est quand même assez important, c'était le résultat surtout de ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, avec aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, on va dire des reprises économiques qui ont été quand même plus ou moins désastreuses pendant quasiment une décennie, et du coup une réflexion approfondie de la part des banques centrales qui se sont dit à un moment donné que si jamais ce genre de choses se répétaient, qu'il fallait sortir l'artillerie lourde pour pouvoir soutenir la demande, ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont sorti la demande à un moment où effectivement la demande, comme vous l'avez dit, comme l'offre était contrainte et a été contrainte à plusieurs reprises successivement pendant l'année 2021 et qui a provoqué effectivement un surcroît d'inflation. Mais ensuite, je pense qu'il y a une volonté de la part des banques centrales de sortir du paradigme qu'ils avaient avant, c'est-à-dire d'avoir une inflation qui tournait plutôt entre 1 et 1,5 et qui veulent revenir à un niveau qui soit supérieur à 2%. Mais ça structure loin, là, je veux bien dire, sûr, on parle d'un truc, mais à partir dire du moment on vise 2% quand on est à 8. L'idée, c'est que quand cette partie-là aura rebasculé, en tout cas, c'est de ne pas revenir dans un monde qui était celui de la décennie précédente avec une inflation qui était trop faible. En tout cas, je pense que cette idée-là, elle est encore assez forte. Évidemment, politiquement, ça va être très difficile à défendre de se dire, voilà, je veux soutenir une inflation qui soit supérieure à celle qu'on a connue lors de la décennie précédente, mais je pense quand même que ça va être le cas pour la suite. Qu'en pense le professeur de finance à l'EDEC? Et lui qui voit ça, non pas comme un acteur de marché, comme nos amis à côté, notamment Nicolas, comment vous voyez ça, vous? On a changé de paradigme? Moi, je citerai Bossuet, la fameuse phrase de Bossuet que les politiques utilisent tout le temps. Dieu se rit de ceux qui critiquent les conséquences dont ils chérissent les causes. Ouais. On ne peut pas à la fois inonder une économie de masse monétaire et se plaindre qu'il y a de l'inflation. Ça me paraît assez logique. On n'aurait pas eu la crise Covid, on n'aurait pas eu la guerre en Ukraine. On n'aurait pas 8% d'inflation. Alors, il y a eu un papier que j'avais retrouvé de la Banque de France qui est sorti il y a quelques temps, qui disait que la masse monétaire avait monté de 12% entre 2019 et 2020. Ah oui, je l'ai vu récemment, il est sorti il y a très peu de temps. C'est très peu de temps. Donc ça veut dire quand même que faut pas s'étonner, l'augmentation de la masse monétaire, parce que globalement l'inflation c'est quoi? C'est ça. L'inflation c'est quoi? On a une masse monétaire, supposons 200 euros. Supposons qu'il y ait 10 biens dans l'économie.
Donc 100 euros divisé par 10 biens dans l'économie, ça fait un prix moyen de 10 euros. 10 euros, j'ai bon. Bravo. J'ai Supposons gagné, que la masse monétaire soit augmentée par les banques centrales, qu'on passe de 100 euros à 200 euros. Donc j'ai 200 euros de masse monétaire et j'ai encore seulement 10 biens dans l'économie. Le prix moyen passe de 10 euros à 20 euros. 20 euros. Bravo. J'ai écrasé tout le monde. Donc on a tout gagné. Donc on a tout gagné, on a une masse monétaire qui a explosé, donc une inflation qui augmente. Donc là encore, Dieu se rit de ceux qui critiquent les conséquences dont ils chérissent les causes. Bon, donc on l'a bien cherché, quoi. Donc on l'a bien cherché. Je pense que les politiques vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il y a l'impact de la masse monétaire, on comprend bien, mais encore une fois, quel impact de la crise Covid et de la guerre en Ukraine sur l'inflation? S'il n'y avait pas eu, encore une fois... Moi, j'ai tendance à croire que Poutine a bon dos et que les politiques des gouvernants et les politiques des banques centrales de créer de la monnaie et d'inonder le marché de masse monétaire est en grande partie l'origine de l'inflation. Maintenant, je ne suis pas économiste, mais ça, c'est ma vision de financier bête et simpliste. Du point de vue d'Euronext, qu'est-ce que... J'entends des mots comme hyperinflation ou récession. Je ne pense pas qu'on est dans ce contexte aujourd'hui par rapport à ce que le marché prévoit en tout cas. Et si on regarde le marché obligataire sur le OAT 10 ans par exemple, il ne prend pas en compte une inflation qui durera, qui sera à 8% dans 10 ans. Ce n'est pas du tout le cas. Puis les marchés ne se sont pas effondrés non plus. On reste, mais on va en venir peut-être aussi, sur des valorisations complètement raisonnable, en tout cas, compte tenu de toutes les incertitudes auxquelles on est confronté. Et puis, je rappelle quand même aussi une inflation, en tout cas, selon moi, c'est mieux qu'une déflation. Puis, effectivement, donc aujourd'hui, on n'est pas dans effectivement, donc, l'orientation vers les 2%, mais c'est important d'avoir une certaine inflation pour inciter aussi les consommateurs, justement, à consommer. On se dit quoi, Valérie Plagnol? On se dit que et c'est aussi une question pour vous, Nicolas, cette inflation qui est très forte, on se dit qu'elle est passagère, c'est un mauvais coup à passer, ou est-ce que c'est plus durable? Alors peut-être pas à 8%, mais est-ce qu'on rentre dans une nouvelle normalité, un new normal, comme on dit en anglais, sur l'inflation, avec peut-être accepter qu'on soit entre 3 et 4% durablement, ce qui change beaucoup de choses quand même. Hein. C'est pas impossible, on est dans un contexte effectivement... On ne sait pas, il faut être modeste. Il y a quand même des facteurs accélérants dans cette histoire et des composantes multiples, notamment le fait que le monde est rentré dans une logique plus fragmentée et donc voire de relocalisation, guerre commerciale, et puis bien sûr la guerre en Ukraine a quand même été un facteur accélérant sur la partie énergie et matières premières et un révélateur certainement du retard que nous avions, nous Européens, dans la transition énergétique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si effectivement les banques centrales qui ont entamé un cycle maintenant de resserrement monétaire peuvent atténuer un certain nombre d'effets, y compris le fait que tous les goulots d'étranglement, les problèmes logistiques que l'on a connus vont progressivement se résorber et que la demande va probablement ralentir. Tout ça reste temporaire et on peut imaginer effectivement un plancher de prix lié cette fois-ci à des facteurs beaucoup plus longs. Parce que je vois qui est gagnant, avec l'inflation. Je ne sais pas d'un point de vue macro. Qui est gagnant par exemple avec l'inflation? Pour l'épargnant, ce n'est pas une très bonne nouvelle, notamment pour les placements de taux. Pour les actions, on en parlera après, c'est discutable. Pour le consommateur, c'est pas bon. Pour l'épargnant, éventuellement, c'est quand même pas bon pour l'économie d'avoir trop d'inflation. On voit bien qu'avec trop d'inflation, historiquement, on finit toujours plus ou moins en croissance nulle, en récession. Je parle sous le contrôle de tout le monde d'ailleurs. Oui, non, effectivement, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et pour les salariés, évidemment. Il y a une perte de pouvoir d'achat. Mais quand on regarde la nature de la reprise, alors c'est principalement le cas aux États-Unis, on va dire on est revenu à un taux de chômage qui est à peu près au plus bas depuis 50 ans, on est la plus forte reprise depuis les années 50, et donc on va dire le résultat est quand même globalement satisfaisant. Et en fait, il aurait été même bien au-delà, évidemment, si on n'avait pas eu les problématiques qui étaient liées justement aux chaînes d'approvisionnement et au choc pétrolier également. Là, on aurait eu un résultat qui aurait été vraiment faramineux. Ensuite, je voulais revenir juste sur ce que vous disiez sur la question de la masse monétaire. En fait, il y a quand même une problématique qui est par rapport à ça, c'est que si vous regardez les deux pays qui ont le plus augmenté leur masse monétaire, c'est le Japon et la Suisse, qui ont aujourd'hui les mesures d'inflation les plus faibles de tous les pays occidentaux. Attention. Il y a un désaccord là. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Ne pas mettre tout sur le dos des banques centrales. De la masse monétaire. En fait, parce que la masse monétaire en fait, reste dans le circuit de la banque centrale. En fait, c'est les réserves qui sont créées par la banque centrale, mais les réserves ne sortent pas du système banque centrale. Et donc, attention qu'on ne perde pas tout le monde là. C'est ça. Alors, en fait, les banques centrales créent des réserves. Ces réserves-là servent à acheter des obligations, mais en fait, ensuite, l'argent qui est créé ici ne sort pas du circuit de la banque centrale. Entre les banques et les banques commerciales sont, elles, obligées de garder ces réserves auprès de la banque centrale. Donc, en fait, l'argent qui est créé, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une base monétaire qui est très importante. Moi,
c'est pas moi qui l'invente, la Banque de France qui nous dit que la masse monétaire a augmenté 12% entre c'est le cas. 2019 et 2020. Non, mais aussi, je suis désolé. Elle a augmenté, mais elle est Peut-être par un restée... sentiment d'inflation. Pour reprendre c'est pas du tout ce que je veux c'est pas dire. une inflation, c'est un sentiment d'inflation. Ce que je veux dire, c'est que contrairement aux années 70 où la masse monétaire circulait effectivement dans l'économie, en fait, c'est plus le cas aujourd'hui. Et les réserves qui sont créées par les banques centrales, en fait, ne circulent plus dans l'économie. Donc en fait, il n'y a pas d'incidence directe entre elle reste dans le système banque centrale. Et à partir du moment, notamment ce que fait la Fed maintenant avec le tapering, et donc qui elle réduit son bilan, et les réserves sont atrophiées. Votre point, Nicolas, c'est de dire que tout ne vient pas en compte face à cette hyperinflation. On est dans l'hyperinflation, pardon, j'ai dit le mot, mais on est... Non, on n'est pas dans l'hyperinflation. C'est pas l'hyperinflation. Bien 8 ou loin, 10% je pense que d'inflation. L'hyperinflation est plus importante. Ouais. Hein À mon avis, l'hyperinflation est un peu plus Bon, importante. alors, je joue sur les mots. C'est une inflation qui est très forte, en tout C'est une cas. inflation forte. Voilà, on va jouer sur les mots. Un Inflation sentiment forte. d'inflation forte. Ah non, pas sentiment. Pourquoi sentiment d'inflation? C'est une plaisanterie sur le sentiment d'insécurité. Ah, d'accord. Et en plus, il fait de l'humour. Et en plus, Il fait du name dropping et en même temps, il fait de l'humour. Il faut le garder, lui. Hein. Non, mais Pour les banques centrales, je pense que le bon indicateur, c'est la croissance du PIB nominal. Pour le moment, le PIB nominal américain est effectivement au niveau de sa tendance et au-delà de son potentiel, ce qui montre qu'il y a effectivement une surchauffe de l'économie américaine. Ce n'est pas le cas en Europe, donc on ne peut même pas accuser la Banque centrale européenne d'avoir provoqué l'inflation en Europe. Mais le résultat, en tout cas, quand on a beaucoup d'inflation, historiquement, c'est que l'inflation débouche souvent, la forte inflation, sur une récession. Et qui dit récession dit en général les profits d'entreprises qui sont moins bons, et donc tout ça a des conséquences, on y viendra après, sur les actifs et sur les classes d'actifs. Mon sujet, c'est historiquement, voilà, on peut ne pas sombrer en récession malgré cette forte inflation pour laquelle, qui pour une large partie vient de l'énergie, sur laquelle les banques centrales n'ont pas du tout la main, donc même si elles lèvent leur taux, c'est pas ça qui a fait baisser le prix du pétrole. Donc comment on en sort? L'inflation, elle se gomme comment? Elle se gomme par la récession. Que les banques centrales sont peut-être prêtes à accepter. Je pose la question. Valérie. C'est un peu binaire. Bah oui, mais en même temps, il faut lancer le débat. On est dans un contexte, on est d'abord au début de cette situation et on s'interroge encore sur sa durabilité, premièrement. Deuxièmement, on se demande, et certains États, semble-t-il, le circuit et le cycle est enclenché, si effectivement cette demande sur les prix, enfin cette réaction face aux prix va engendrer une hausse des salaires. Et si cette hausse des salaires va être dans une forme de spirale telle qu'elle est supérieure à la croissance de la productivité. Parce qu'on est quand même dans un système plus complexe et qui se déploie sur plusieurs années. Vous n'êtes pas inquiète sur l'idée que cette inflation qui est à peu près autour de 8% est en train de... On voit un freinage partout, les indicateurs d'activité, les PMI. L'économie ralentit nécessairement, comme vous l'avez dit. On était de toute façon dans une situation où la croissance était bien au-delà de son potentiel. Il était évident que l'économie allait ralentir. Et les États sont en train de reprendre la main en partie, puisqu'ils continuent, certes, à mettre beaucoup d'argent, nous le voyons même ici, dans le système, mais peut-être moins qu'ils ne l'ont fait pendant le Covid. On est quand même sur des difficultés de mesure depuis la pandémie qui rendent la perspective un peu compliquée à analyser. Donc aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt pour conclure et certainement qu'on ne va pas nécessairement à une récession très vite, très fort ou très durable parce que ça dépend effectivement des consommateurs, du fait qu'ils ont accumulé beaucoup d'épargne et qu'ils ont peut-être le moyen d'y résister en partie et que les salaires augmentent parce qu'on est dans une situation où l'emploi est quand même le pire c'est 2022, professeur, le pire c'est 2022 en termes d'inflation. En termes d'inflation, on vit le pire en 2022 pour se dire que ça devrait aller mieux. On aurait vécu le pire et moi je sais pas. Je sais pas si l'inflation va durer éternellement ou pas. Je pense qu'effectivement, elle est en grande partie causée par des politiques, je vais dire gouvernementales au sens large. J'introduis et les gouvernements politiques des pays et les banques centrales. Je pense que l'origine principale, c'est ça. Et je suis d'accord avec Valérie sur le fait que l'une des solutions, c'est la croissance. C'est la croissance qui fait qu'on augmente les salaires, on a plus de production, donc on arrive à harmoniser les deux masses, qui sont la masse consommation d'un côté, ce que les politiques appellent l'économie réelle, sur ce terme à la mode, et la masse monétaire. C'est que en fait l'inflation c'est quoi? C'est un décalage entre les deux. Et donc si on a un truc qui monte très fort, il faut que l'autre derrière rattrape. Et le seul moyen de rattraper, c'est croissance, augmentation des salaires, etc., etc. Vous en pensez quoi, Nicolas? Moi, c'est pas ce que je vois aujourd'hui, c'est pas. Je vois l'augmentation des salaires, mais qui n'ira jamais au niveau de l'inflation. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On y va, mais tout doucement. En tout cas, aux États-Unis. Je pense en Europe. D'accord. Alors en Europe, c'est intouchable. On a des aux États-Unis, on y est. Aux États-Unis, les salaires sont super bien indexés sur l'inflation.
En gros, la progression des salaires qu'on a eue depuis le début de la pandémie, en fait, aujourd'hui suffit en tout cas à amortir l'inflation. Mais ce n'est pas le cas sur un an, mais si vous prenez depuis la fin 2019, ça suffit pour amortir l'inflation. Ensuite, pour le bas du quartile, c'est-à-dire les personnes qui gagnent le moins, vous avez encore une hausse des salaires qui est suffisante en tout cas pour amortir tout juste l'inflation. Par contre, ça commence à rogner pour les classes au-dessus, et là je pense qu'on va tomber dans les prochains mois, effectivement, parce que les augmentations de salaire commencent à ralentir. Donc là, on va avoir une perte de pouvoir d'achat net aux États-Unis, par contre, ce qui est déjà le cas vraiment depuis longtemps en Europe. S'il faut se mouiller juste, pardon, j'y reviens, parce que c'est comme ce qui intéresse, j'imagine, ceux qui nous regardent avant de revenir aux classes d'actifs. Encore une fois, ça ira mieux l'an prochain en matière d'inflation, avec une croissance qui va ralentir sans qu'on tombe en récession. C'est le scénario qui a l'occurrence la plus élevée en termes de crédibilité. Alors, aux États-Unis, on a la moitié de l'inflation. Il faut faire la différence à chaque fois entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Ah oui, parce que les situations sont... C'est important parce qu'on parle de nous, mais en fait, il n'y a pas... C'est très différent. On dit la moitié de l'inflation aux États-Unis vient de la demande, donc de la Banque centrale qui est en train d'agir pour contrer ce phénomène-là. Ensuite, la moitié vient de l'offre, et là, ça sera en fonction de la résolution des problèmes qu'on a de ce côté-là sur la chaîne d'approvisionnement. Si c'est le cas, oui, et notamment on voit des entreprises américaines qui commencent à stocker largement, donc on voit qu'il commence à y avoir une problématique, et donc on peut avoir effectivement une baisse des prix, mais là, celle-là est plus incertaine. Par contre, l'action de la Fed va avoir un effet effectivement sur le niveau de la demande, et donc on aura un ralentissement, on va dire, dans les prochains mois. C'est plus facile d'ailleurs, pardon, on parle 2 secondes de politique monétaire, mais c'est plus facile, le boulot est plus facile pour la Fed que pour la BCE. Parce que l'économie américaine va mieux, en termes de croissance, en termes d'emploi, et qu'elle tourne plus vite. Donc freiner une économie qui tourne plus vite, c'est plus compliqué. Il y a une fragmentation aussi. Hein, donc, on a une fragmentation. En plus, en zone euro, donc... Il y a un vrai récit, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus du potentiel. Leur travail aujourd'hui, c'est de revenir au potentiel. Les Américains. Voilà, les Américains. Par contre, l'Europe est en dessous du potentiel. Et donc, le récit pourrait expliquer qu'on va resserrer la politique monétaire alors qu'on est en dessous du potentiel. Ah ouais, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est en gros, vous avez eu l'inflation, mais vous n'aurez pas les salaires non plus. Bon, moi, je veux juste dire par rapport au passé, parce que c'est toujours aussi intéressant d'analyser un petit peu le passé. L'inflation était très, très, très bas ces dernières 10 années. On l'a vu, le prix du pétrole, par exemple, les dernières 10 années, si vous avez investi il y a 10 ans dans la matière première, aujourd'hui, vous n'avez pas gagné beaucoup. Aujourd'hui, c'est clair, oui, les performances sont là. Mais quand on regarde l'inflation sans les prix de l'énergie et sans les prix de la consommation, pendant une dizaine d'années, on est resté à des niveaux de 1%, 0,5%, pas plus. Alors que quand même, la Banque centrale monétaire a quand même commencé à donner des liquidités substantielles déjà depuis une dizaine d'années. Donc ce n'est pas le seul facteur qui joue aujourd'hui dans cette inflation. On voit quand même aussi que, d'une certaine façon, le marché... en tout cas, comprend qu'à un certain moment, il faut quand même arrêter la guerre. Cette guerre, un jour, elle va s'arrêter. La chaîne d'approvisionnement va quand même s'améliorer également. Les mesures prises en Chine contre le Covid. 2024, c'est... Je n'ai pas la réponse là-dessus non plus. Est-ce qu'elles auront la patience d'attendre, encore une fois, jusque-là, alors que leur mandat, c'est d'avoir une inflation de 2% qui est 4 fois plus élevée aujourd'hui, hein. À moyen terme. C'est-à-dire, c'est pas l'inflation réalisée qui importe pour eux, c'est l'inflation à moyen terme, c'est-à-dire à horizon de 3 ans, 5 ans. Aussi longtemps que les anticipations d'inflation ne décollent pas à un niveau qui soit trop élevé par rapport à ces niveau de 2%. Les anticipations d'inflation, il faut expliquer ce que c'est. C'est en fait, le marché, à travers plusieurs outils, permet d'avoir justement des outils qui permettent d'anticiper l'inflation à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et même bien au-delà. Et en fait, le mandat des banques centrales, c'est d'arriver à avoir une inflation qui soit comprise entre 3 et 5 ans, qui soit stable à peu près autour de 2%. Et on est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 2%, selon certaines mesures. En Europe, on est simplement à 2%. Donc, on va dire, mais là, ce sont des projections. Ce sont des projections. Alors qu'en réel, aujourd'hui, en France, on est à 6. Absolument. Et donc, le marché anticipe que l'inflation qu'on a aujourd'hui sera effectivement transitoire et qu'on reviendra à 2%, à un niveau plus acceptable. Et les 2%, ils sont pour quand, encore une fois ? Donc, on est sur du moyen terme ? Pour 2% à la fois, non, ici... 3 mois et 2 jours. Non, mais sérieusement. Et 2 heures. Je vous fais un pari que ça ne sera pas dans un an. Hein. Non, mais plus sérieusement, sauf s'il veut prendre le pari, hein, et puisqu'il a de l'humour. Non, mais sérieux, on peut se dire qu'à horizon, il faudra attendre minimum 2 ans, au minimum, au bas mot, avant qu'on retrouve une inflation dans la cible des banques centrales, à savoir 2%. C'est pas avant 3 ans. La BCE a fait des projections. On n'est pas avant 2024-2025, je parle de mémoire là. Hein. Oui, et selon les projections des uns ou des autres, il y a même, je crois que c'était hier le FMI qui prévoyait un retour assez rapide, en fait, finalement à 2%. Et je pense que le scénario d'un retour rapide à 2%, il n'est pas non plus exclu. C'est pas le scénario principal, mais il n'est pas exclu.
Et si on a un ralentissement très prononcé aux États-Unis, vous allez avoir un impact fort sur aussi les prix du pétrole qui peuvent entraîner... Plus que les banques centrales d'ailleurs. Pour casser l'inflation, c'est terrible à dire, mais plus que l'action des banques centrales, c'est un retournement de la conjoncture. Non, il y a consensus là-dessus. Mais provoqué par les banques centrales? En général, initié par les banques centrales. Oui, mais aussi initié par l'inflation, qui tue le pouvoir d'achat et qui gèle des projets d'investissement. Encore une fois, on sort d'une période où les gens ont accumulé énormément d'épargne. On est à des taux d'épargne aujourd'hui. Les gens, vous savez bien que c'est une moyenne. C'est une et que globalité. Ceux qui vous regardent vont dire, moi je ne suis pas concerné. Si, beaucoup de gens ont aujourd'hui, alors on peut prendre que cette statistique, mais on est monté à des taux d'épargne considérables. On est encore plus d'1%. En stock, on est au-dessus en taux d'épargne des ménages en France. Ce sont les plus aisés qui ont cette épargne-là. Elle est proportionnelle. La propension à épargner est proportionnelle aux revenus. On le sait. Mais tout le monde a épargné, tout le monde a un peu de matelas. Et aujourd'hui, une partie des salaires, par manque de main-d'œuvre, dans les couches qui ont peut-être le moins épargné, sont peut-être celles où on cherche le plus à empocher et avec des salaires plus importants. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Par contre, vous avez fait la distinction avec l'Europe. Alors, moi, je considère que l'Europe était au-dessus de son potentiel et qu'elle est en train de ralentir aussi dans ce contexte. Mais on a une situation particulière et une incertitude particulière qui est effectivement liée au conflit en Ukraine et à cette tension particulière sur les matières premières et l'énergie, compte tenu de nos engagements aussi en matière énergétique. Mais qui dit incertitude dit épargne en général. Et qui dit incertitude peut dire épargne tant qu'effectivement on ne change pas, on ne bascule pas, mais ça prend du temps dans une perspective où on passe durablement les 10-12% et qu'à ce moment-là, l'illusion monétaire ne jouant plus, on commence à se dire il vaut mieux acheter effectivement des biens réels plutôt que d'épargner parce que mon épargne, c'est... Mais ça ne vient pas tout de suite. Les gens ne changent pas de comportement comme ça. Après, il y aura un lissement probablement aussi de l'inflation parce que c'est une inflation qui est créée par l'offre, un manque d'offre justement parce que la demande est restée soutenue, mais le pouvoir d'achat ne devrait pas rester non plus au niveau qu'on connaît. Donc du coup, la demande devrait en principe mécaniquement aussi un peu baisser et donc aussi avoir un effet plutôt positif sur la décrue de l'inflation. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène d'inégalité parce que la part consacrée à l'alimentation et à l'énergie touche plus les revenus les plus modestes, c'est évident, et ça c'est le plus difficile et ça va être le plus compliqué à gérer dans l'avenir, d'où encore des politiques de soutien et des politiques ciblées. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on est parti pour plusieurs années avec une inflation supérieure à 2%, a priori. Sur plusieurs années, sur 2-3 ans. Sauf si récession. Sauf si récession, c'est l'exemple de 2008 où on avait une inflation qui était très... Bon, c'était pas le niveau actuel, mais on était à 4,5 en zone euro. On est vite parti en récession et on est vite parti aussi en déflation en zone euro. Ça va très très vite. S'il y a pas... on voit encore aujourd'hui notamment les retailers, enfin les distributeurs américains qui sont en train de stocker massivement parce que justement le niveau de demande ne correspond plus avec ce qu'ils ont commandé, avec tout ce qu'ils ont accumulé, on va dire, pendant la crise Covid. La consommation ne tient pas aux États-Unis ? Elle tient, mais pas au niveau que les distributeurs l'attendaient. Ouais. Et du coup, ils ont des stocks. Et du coup, s'ils veulent vendre leurs stocks, il va falloir un jour commencer à se calmer un peu sur les hausses de prix, commencer éventuellement à les baisser. Ensuite, on verra ce qui se passe également sur le prix du pétrole, avec la visite de Biden le 15 juillet à Riyad à rencontrer MBS, qui peut aussi peut-être avoir un petit impact. Et voilà, il y a plein de choses qui peuvent MBS, se passer. Ben Salman. Oui, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas le l'Arabie Saoudite. Donc, il y a plein de points différents qui peuvent provoquer une baisse des prix assez rapide. Ensuite, encore une fois, ce n'est pas le scénario principal. À mon avis, ce sera plutôt d'ici 2 ans. Mais il n'est pas impossible que ça arrive d'ici 1 an. Bon, donc on est modeste sur l'inflation. Voilà. Mais en même temps, là, cette inflation, et maintenant on passe à la deuxième partie du débat sur quel impact sur les classes d'actifs. Encore une fois, le monétaire, l'obligataire, les actions, les actifs réels, l'immobilier. Est-ce qu'il faut, Valérie, regarder le passé pour comprendre l'avenir? Comment est-ce que ça impacte les différentes classes d'actifs Alors, je vais commencer par les rendements et les taux d'intérêt, puisque en fait, on a aujourd'hui une situation longtemps souhaitée, il faut bien le dire, où les rendements réels, donc hors inflation, sont extrêmement faibles, même négatifs et très négatifs. Donc là, il y a une véritable érosion, effectivement, sur les ces produits rendements, de taux, sur les produits de taux. C'est horrible. C'est pas la meilleure période, pour dire le moins. Donc on était dans une période de décélération marquée, et aujourd'hui, on est sur des rendements réels extrêmement faibles, avec progressivement, effectivement, un coût de la dette, enfin une dette nominale qui remonte,
puisqu'on était quand même en taux négatif nominaux sur le taux d'intérêt à 10 ans, la dette française, et aujourd'hui on est autour de 2%. Donc on a donc les placements obligataires, on les oublie pour les prochaines années, les placements obligataires? Non, pas forcément. Alors d'abord, il y a toujours une classe d'actifs qui s'appelle les placements indexés sur l'inflation. Les OATI. Et les OATI, donc qui restent une valeur sûre, mais qui doivent être chères. Je vous coupe, professeur, expliquez-nous. L'OATI, c'est une obligation exactement comme les autres, à la différence qu'elle a son capital, son remboursement qui sont indexés sur l'inflation. Donc si l'inflation augmente, le capital remboursé va augmenter. Et les revenus qui sont versés, les fameux coupons, sont aussi indexés sur l'inflation. Ce qui veut dire qu'un peu comme l'immobilier d'ailleurs, c'est un peu le même principe, à savoir que le capital augmente en fonction de l'inflation et que les revenus versés tous les ans, à savoir les coupons, sont eux aussi indexés sur l'inflation. Donc c'est une classe d'actifs qui a la particularité d'être mécaniquement indexée sur l'inflation. Donc moi je dirais qu'il y a deux classes d'actifs qui sont mécaniquement indexées sur l'inflation, c'est l'immobilier, naturellement, sauf quand le gouvernement s'en mêle et bloque les loyers, mais sinon normalement il y a un ajustement mécanique de l'immobilier. Parce qu'a priori ils seront bloqués à hauteur de 3,5%, c'est pour ça ce qui est annoncé par Bruno Le Maire. C'est pour ça que je le dis. Je donne les chiffres. Laissez faire le marché. Et les OATI, ce qui est important à mon avis pour nos épargnants qui nous regardent, c'est de regarder dans les fonds en euros, quelle est la proportion d'OATI dans ces fameux fonds en euros. Mieux vaut qu'il y en ait plus. Mais vaut mieux qu'il y en ait plus. Certains assureurs y ont pensé avant et ont stocké des OATI, donc a priori... Oui, mais à la marge, on imagine que c'est pas... il faut demander. Okay. Il faut regarder quels sont les assureurs qui diffusent la composition du fonds et dans le fonds, quelle est la partie OATI. Si on a un fort stock d'OATI, ça veut dire que le fonds va être un peu ajusté vis-à-vis de l'inflation. Alain Matens, pour Euronext, vous en pensez quoi? Donc l'impact, oui, il veut réagir. Juste oui, par rapport aux... Il n'est pas d'accord, mais du tout. Non, les OATI il est d'accord. Indexés sur l'inflation, je suis d'accord. Mais en fait, pour comprendre quelle est l'attente en fait, du marché par rapport à l'inflation sur une période de 10 ans. En fait, ce qu'il faut faire, c'est donc comparer une OAT classique. Aujourd'hui, en fait, on a des taux 10 ans de 2%. 2,2% pour être précis, au moment où on se d'accord, ça a augmenté, et demain peut-être encore un peu différent. Mais, et donc, vous devez comparer donc, ce rendement-là avec le rendement qui est juste donné par une OAT indexée sur l'inflation. Et donc, vous enlevez les coupons, et donc vous comparez les deux. Et donc, vous obtenez l'inflation qui est juste attendue par le marché sur une période de 10 ans. Voilà. Bon, juste en complet. Après, il y a aussi sur l'obligataire... Ça peut être sur l'inflation. Voilà. Payot. Voilà. Alors, il y a aussi un autre produit qui est assez intéressant, mais qui est moins accessible pour les investisseurs individuels, c'est la titrisation. Parce que souvent, vous avez comme sous-jacent des actifs qui sont très bien notés également, et souvent, on paye un coupon variable. Et donc aussi moins sensible aux variations des taux ou l'inflation. Donc ça, c'est un autre actif obligataire, pour rester dans l'obligataire. Bon, on a fait le tour sur l'obligataire, donc en gros, il ne faut pas être négatif bêtement sur l'obligataire. Les obligations, notamment indexées sur l'inflation, peuvent être un rempart sur qu'est-ce qui reste. Il reste évidemment les actions, l'immobilier. En même temps, l'immobilier, c'est un peu le même principe. Oui, c'est le même l'immobilier, principe. est-ce que l'inflation immobilier, ça va de pair toujours, historiquement? Normalement, l'inflation a plutôt un aspect positif ou un lien positif avec l'immobilier, puisque les prix de l'immobilier augmentent normalement avec l'inflation et les loyers aussi, sauf quand on les bloque. Ouais, et puis qui dit inflation dit taux de crédit immobilier plus élevé, ça freine la demande. Donc c'est plus cher pour la demande, oui. Et donc ça désolvabilise la demande, donc c'est pas. On a deux phénomènes qui vont jouer l'un avec l'autre, ou l'un contre l'autre. Et qui l'emporte? Moi, je connais peu de travaux. Je connais des travaux sur les actions. Je connais peu de travaux sur l'immobilier qui comparent l'aspect positif, à savoir la hausse des prix, et l'aspect négatif, à savoir l'augmentation des taux et l'impact sur la demande. C'est moins mon domaine, l'immobilier. On parlera des actions après. Sur Valérie, sur l'immobilier et l'inflation. La comparaison se fait un petit peu, ou l'arbitrage se fait un peu sur le rendement réel, en fait. Là encore, on dit que l'inflation, c'est le monde de l'emprunteur. Puisque la dette s'érode avec l'inflation. Donc la perspective d'une inflation durable, elle est plus facile à rembourser. Donc c'est vrai que jusqu'à un certain seuil, on peut avoir des emprunteurs. La question, c'est qu'on est voilà, emprunteur à taux fixe, bien entendu. Oui. La question, comme l'a dit Daniel, c'est qu'on est sur un marché qui va petit à petit se bloquer. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui ne sont pas de type vraiment de l'arbitrage de prix, que ce soit le blocage des
des prix ou des loyers d'un côté, voire des contraintes de sécurité ou autres sur la distribution de crédit. Donc tout ça ne se fait pas de manière fluide par le simple arbitrage du prix et de l'inflation. Quelle est la classe d'actifs, et la répond qui veut, qui peut surnager le plus, si on part du principe que la nouvelle normalité, c'est plus d'inflation, sans dire d'hyperinflation, mais plus d'inflation que ce qu'on a connu les 10 dernières années. Ça, c'est une quasi-certitude. On fera plus sur les 10 prochaines que ce qu'on a fait sur les 10 dernières, a priori, non, Nicolas? Pour revenir juste sur l'immobilier, je pense que le plus bas en France, c'était 97, on avait des taux à 7%. Et depuis ce moment-là, ce qui a porté l'immobilier en France, c'est principalement la baisse des taux. Ouais. C'est le premier facteur. On a eu ensuite effectivement une part qui vient des revenus des Français, mais c'est une part minime dans cette hausse-là. Et en fait, donc, là, on est en train de couper le premier moteur de la hausse de l'immobilier, donc ça va être effectivement un peu plus compliqué pour la suite. On voit aussi un phénomène qu'on voit déjà également aux États-Unis. Du côté obligataire, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les banques centrales maintenant, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, sont, enfin, je l'espère, déterminées à sortir des taux zéro et donc à avoir des taux qui correspondent plus à un niveau potentiel économique, c'est-à-dire croissance plus inflation à long terme. Donc effectivement, on peut viser 3,5-4% aux États-Unis, peut-être un peu plus à long terme, et un point en dessous pour la zone euro environ. Mais ça, et à partir du moment où on aura atteint ces niveaux-là, je pense que la variation sera moins importante qu'elle ne l'a été depuis le début de l'année. 3-4%, donc 3-4% d'inflation dans les prochaines années. Il nous reste à parler des actions. 3-4% de taux, par contre avec une inflation qui serait à 2%, avec une croissance qui serait également à 2%, mais on serait sorti en fait, de tous les phénomènes d'assouplissement quantitatif qui ont écrasé également les taux, et de revenir à quelque chose qui reflète un peu plus la réalité. Simplement. Et par contre, sur les actions... Ouais, c'est quoi cette petite tête, là, Valérie? Là, on est en taux réel positif, donc ça devient plus compliqué pour les emprunteurs, fatalement. Ça coince un peu. Les actions, alors, encore une fois, pour les actionnaires individuels qui nous regardent, si on part du principe, encore une fois, on aura... Alors, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas un seul scénario, que rien n'est écrit, hein, mais si on a un peu plus d'inflation, encore une fois, que ce qu'on a eu de par le passé sur les 10 dernières années, ça donne quoi sur les actions? C'est bon ou pas pour les actions? On a beaucoup de travaux sur la rentabilité à long terme des actions. Alors, il y a des travaux selon les périodes, selon les pays, selon les situations. On sait en général une chose, c'est que, a priori, les actions et l'inflation ne sont pas complètement décorrélées. On ne peut pas dire qu'on a une couverture de l'inflation par les actions. En revanche, on sait une deuxième chose, c'est que la rentabilité des actions comparée à celle des obliges, normalement, est toujours supérieure. Ce qu'on appelle la fameuse prime de risque, c'est-à-dire que la prime de risque, c'est le supplément de rentabilité des actions parce qu'elles sont plus risquées par rapport aux obligations. Et ça, normalement, sur longue période, c'est positif. Normalement, sur très longue période, on a des statistiques sur 100 ans, on a une prime de risque qui tourne entre 4 et 4,5%. Donc c'est différentiel de surperformance des actions par rapport aux obliges. Ouais. Donc on sait que normalement les actions sont un bon choix en période inflationniste, non pas parce qu'elles couvrent bien l'inflation, mais parce que tout simplement les actions c'est plus rentable que le reste, tout simplement, dû à la prise de risque en fait. Il y a consensus pour dire ça autour de la table là. Oui, je vais effectivement rebondir sur la prime de risque parce qu'effectivement c'est un élément très, très important dans la gestion du rendement finalement aussi sur les actions. Alors, rendement des actions, donc je rappelle peut-être aussi, c'est composé de deux facteurs. C'est la prime de risque, mais aussi c'est donc le taux sans risque et donc voilà l'OAT sur 10 ans. C'est la composition. Ces deux facteurs, ils forment évidemment le rendement que vous obtenez finalement sur les actions. Et elle-même, en fait, c'est un variable d'un ratio qu'on peut utiliser, c'est le ratio cours divisé par bénéfice. Donc vous obtenez un multiple, par exemple, de 20, ben, ça veut dire que le rendement finalement du bénéfice sur les actions, il est de 5%. Vous avez une valeur qui est valorisée à 10 fois son bénéfice, à ce moment-là, vous avez à peu près 10%. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est donc comparer justement ce rendement-là avec qu'est-ce qu'offre aujourd'hui une OAT. Donc, vous avez dit 2,2%. Donc, si on a des multiples aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur le marché européen. Donc, je prends juste comme référence, on est à 14 fois. 14 fois. Donc, ça veut dire à peu près un rendement de 7%. 7% moins 2,2%, ça fait à peu près 5%. De prime de risque. C'est un peu au-dessus de la moyenne sur 100 ans. Ah. On peut se dire, est-ce qu'on peut se contenter avec un rendement de une prime de risque de 4,4% ? Je pense que vu la période étudiée, je pense que oui. Elle est comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des actions, des rentabilités de 15%, 20% qui sont complètement délirantes. La prime de risque historique sur longue période, c'est ça, c'est 4, 4,5%. Avec des périodes dans les années où ça a été très mauvais, on a eu des primes de risque négatives, mais sur des courtes périodes, style 2000-2009, quand là vraiment c'était le gravissime. Mais sinon, normalement, sur longue période, on a une prime de risque qui normalement est positive parce que les actions sont naturellement
plus risquées que les obligations, donc elles payent mieux. C'est l'arbitrage classique. Donc la meilleure classe d'actifs pour être le mieux protégé contre l'inflation, assurément, c'est quoi? C'est actions et immobilier? Alors, on peut toujours être sélectif dans tout ce qu'on choisit. Oui, et c'est notamment dans les actions, il est clair que on va chercher des sociétés aussi qui ont ce qu'on appelle une capacité à transmettre une partie des hausses des prix et à préserver leurs marges. Donc ça, c'est aussi un facteur de court terme dans cette analyse. Effectivement, il y a les tendances de très long terme. On n'a pas toujours 100 ans devant soi, n'est-ce pas? Mais on peut quand même trouver des opportunités. Aujourd'hui, il sera centenaire. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je suis pas sûre qu'il investisse tout de suite. En tout cas, ses parents peuvent le faire. Mais c'est vrai que la durée de détention, c'est une donnée, ça c'est une constante, j'allais dire, quelles que soient les circonstances. La longue durée. Mais l'autre aspect, c'est effectivement un certain nombre d'arbitrages sectoriels et qui permettent aussi d'optimiser et d'aller avoir des paris qui peuvent être intéressants sur tel ou tel type de société. Qu'est-ce qu'on dit, on va se quitter là-dessus, qu'est-ce qu'on dit aux actionnaires individuels qui nous regardent? On a dit plein de choses, il faudra revoir le replay parce que tout ça était assez dense, mais qu'est-ce qu'on leur dit, eux qui s'inquiètent encore une fois, ce sera le mot de la fin. Je reciterai un politique, tout va bien se passer. C'est qui celui-là? C'est un célèbre ministre de l'Intérieur, non? Tout va bien se passer. Et c'était qui, pardonnez-moi Darmanin. C'était Darmanin sur CNews avec Apolline de Malherbe. Sur le Stade de France? Non, oui, je ne sais plus, je ne suis pas sûr que c'est le Stade de France. Bon. C'était dans une discussion un peu épique. Il y a ce qu'on souhaite et puis il y a ce qui se passe. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on dit aux actionnaires individuels qui nous regardent, qui disent voilà, l'inflation, dans les journaux, on voit, voilà, l'INSEE nous a dit 7% d'inflation là d'ici peu, d'ici septembre, le bear market sur les marchés actions, les banques centrales qui resserrent, mais jusqu'à quel point on ne sait pas, des signaux de ralentissement. Encore une fois, on a eu beaucoup d'indicateurs qui sont quand même pas très bons ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on leur dit un par un? Allez-y, on va faire le tour de la table. Valérie, on leur dit quoi aux actionnaires individuels qui nous regardent? Oui, aux actionnaires individuels qui sont des épargnants individuels. Ouais. Et moi, ce que je privilégie, c'est d'abord leur choix de vie et leur horizon de temps. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on est aussi dans des sociétés vieillissantes. On a besoin de se constituer une épargne de toute façon. Et je pense que c'est toujours le moment, et surtout sur une longue période, d'investir et de le faire de manière progressive et régulière. Nicolas? Je crois qu'il y a c'est peut-être pas encore une opportunité, mais il y a quelque chose qui était redouté par le marché par pas mal de monde depuis pas mal de temps. C'était justement cette normalisation des politiques monétaires. On a vu en l'espace de 5 mois depuis le début de l'année cette normalisation qui s'est faite sur la valorisation des actions, justement qui a intégré cette hausse des taux. On voit les taux qui ont remonté quand même à des niveaux qui sont déjà très importants. Et donc la grande part de la correction qui était vraiment redoutée par les marchés, justement de ce mouvement des banques centrales, est déjà faite, en partie, en large partie. En large partie. Donc, ça devient intéressant. Donc, pour ceux qui ont un peu de temps devant eux, ça peut être intéressant. Alors, que nous dit Euronext là-dessus? Limiter les risques, c'est diversifier son portefeuille. Dans n'importe quel contexte, on a toujours des sociétés qui vont mieux performer que d'autres sociétés. Faites une analyse fondamentale et pas juste une analyse technique et ne cherchez pas le rendement de 20% en quelques semaines. Bon, le professeur Aledek, il nous dit quoi? Et s'il peut ne pas citer quelqu'un d'autre que lui-même? Le professeur, il dit, il est assez d'accord, il dit long terme. Il est d'accord avec lui-même? Il est d'accord avec lui-même, ça toujours. Long terme, diversifier et pas paniquer. Les grandes erreurs en matière de gestion de portefeuille, c'est souvent de prendre des décisions rapides, brutales et souvent sous la panique. Donc, il vaut mieux éviter ça. Savoir toujours que les actions, c'est du long terme, c'est la longue période. Et je suis assez d'accord, diversifier au maximum. Il y a des outils très pratiques que connaît bien Euronext, qui sont les ETF. Ce sont les outils indiciels pas chers et faciles à utiliser qui peuvent permettre de créer un portefeuille assez diversifié. Moi, j'ai tendance à suggérer ETF, bien diversifié, longue période. Bon, voilà, merci à tous les quatre. Valérie Plagnol, donc présidente du Cercle des épargnants. Alain Battens, donc directeur commercial des grandes entreprises pour Euronext. On a également Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie la financière de la Cité. Et Daniel Laguet, professeur de finance à l'EDEC Business School. Vous restez avec nous, même si c'est la fin de cette table ronde, parce que Bourse Live continue et il y a cette remise de prix. Il faut la suivre. Elle sera en direct dans les prochaines minutes à 19h sur Boursorama. Les palmes d'or des jeunes actionnaires, c'est à suivre dans quelques minutes sur Boursorama. Merci.